Salut les jeunes, c'est Tisma et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tisma Show parce qu'aujourd'hui on va parler de plein de sujets extrêmement intéressants, notamment de la SEC et d'expliquer un petit peu ce qu'est la command période, pourquoi est-ce que les cryptos pump actuellement, parce que c'est dû effectivement à l'approval de la SEC qui est dans les bacs potentiellement avec un plus de 90% de chance d'ETF, de sortie d'ETF avant le 10 janvier. Donc je vais vous débriefer ça en détail, vous expliquer comment ça fonctionne. On va voir ensemble avec Adam Cochran comment farmer au mieux ces airdrops qui pourraient représenter plus de 100K à 200K au prochain bullrun, comme ça a été le cas normalement, notamment lors de la DeFi Season en 2020. Voilà, donc on va checker les techniques opti et toutes les listes des projets intéressants. Et ensuite, on va parler des dramas autour des liquidations des assets d'FTX. Parce qu'il y a eu des petits problèmes de liquidation sur certains assets, donc avec une firme de trading qui s'appelle Wintermute. On verra également des outils de trading qui sont relativement intéressants à utiliser. Et ensuite, on parlera du plan de recovery de 85% pour les créditeurs d'FTX. On va voir pourquoi c'est 85%, parce qu'on vous avez probablement vu passer ce chiffre sur votre fil Twitter ces 2 dernières semaines. Donc on va débriefer ça, pourquoi cette rumeur a été lancée et est-ce qu'elle est vraie, fondée ou pas. On va voir ça tout de suite. Alors nous voici sur mon feed Twitter. Donc voilà, donc j'ai mis un petit thread hier avant de prendre l'avion pour Maurice sur ma vie. Voilà, si vous me suivez sur la chaîne depuis un bout de temps, vous la connaissez déjà peut-être. Mais j'ai fait un petit récap de mon aventure crypto, grosso modo, avec les points les plus importants. Voir qu'est-ce que c'est d'être un crypto trader full-time depuis maintenant quasiment 6 ans. Donc voilà, petit résumé. Et je ferai un nouveau trade, je pense, la semaine prochaine sur mon aventure NFT parce que j'ai une aventure NFT relativement sympa aussi. Et donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà le cas. Alors, on va parler tout d'abord de Fatman Terra, donc c'est un tweetos assez connu sur le CTUS et qui s'est fait notamment connaître lors du break Terra Luna parce qu'il reportait un petit peu tous les events sur la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs gros fonds d'investissement dont fait partie Jump Crypto, donc qui est un très très gros fonds. Et en fait, lors d'une déposition à la SEC d'un procès, en fait, donc Kanav Karia, qui est une personne de Jump Crypto, a été questionné par le juge à propos en fait d'un bailout de Do Kwon et du Terra lors du DPEG. Ce qui est dit et ce qui est demandé par le juge, c'est est-ce que oui ou non Jump Crypto allait bailout Do Kwon lors du DPEG, c'est-à-dire que Jump Crypto devait s'engager à acheter de l'UST pour empêcher le DPEG du Terra Luna. Ce à quoi Jump Crypto aurait demandé à Do Kwon de débloquer tous les Luna qu'ils avaient en vested, donc en investissement, pour s'en débarrasser le plus rapidement possible et potentiellement dump sur le marché et sur nos gueules. Lorsque le juge a questionné du coup Kanav à ses propos, Kanav a utilisé le 5e amendement, ce qui est un droit en fait dans la loi américaine pour ne pas s'incriminer. Donc en fait, tu réponds ça quand t'as pas eu le temps de préparer ta défense à ce moment-là, c'est là où tu vas utiliser le 5e amendement. Mais en général, quand tu utilises ça, c'est que tu es très coupable et c'est une manière en fait de temporiser pour un prochain trial. Donc ça signifierait que Jump Crypto du coup aurait été potentiellement impliqué dans un deal back-end avec Do Kwon pour sauver le Terra Luna en échange de bribes de pots de vin en fait en Luna et de débloquer tous les Luna qu'ils avaient en vested. Donc voilà, ça met un peu en lumière une des activités shady que peut avoir les dessous de crypto-monnaie. Bon, ça on s'en doute, hein. Et on peut également souligner au passage lorsque le fondateur de Curve Finance a été hunted on-chain via ses liquidations sur Aave, etc. Parce qu'il avait en fait des positions de Curve qu'il avait vendu, enfin il avait borrowed de l'USDT contre du Curve en collatéral, sauf qu'il avait des prix de liquidation qui étaient visibles partout sur la blockchain et par conséquent plusieurs acteurs ont essayé de le hunt et de le faire liquider pour créer une cascade de liquidation parce qu'il avait des positions à plusieurs centaines de millions de dollars. À ce moment-là, pour sauver et repayer en fait ses USDT, il a décidé du coup de vendre en OTC, donc en over the counter, à des fondateurs, notamment à Justin Sun, etc., à des personnes intéressées, à genre, je sais plus, genre 20 ou 30% moins cher que le prix actuel. Et c'était à l'époque 40 centimes pour le deal. Sauf qu'en gros, ces personnes qui acceptaient le deal et acceptaient d'acheter du Curve à ces 40 centimes, ils avaient un vested de plusieurs mois. Il me semble que c'était un truc genre 6 mois et ils n'avaient pas le droit de vendre. Mais c'était un vested en mode oral, quoi. Il n'y avait rien d'écrit proprement parlé. Et on a vu pas mal
de fonds qui se sont dirigés directement vers Binance et qui ont été probablement dump directement sur le marché, donc qui n'ont pas respecté le vested. Voilà, donc petite info comme ça. Maintenant, on va parler donc de Tier Disca qui est un compte extrêmement connu, donc je vous conseille fortement de le suivre. C'est un compte de news crypto exclusif, donc il va poster que des news des breaking news en fait sur le marché crypto. Et en gros, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il faut savoir que la SEC du coup est toujours en attente, enfin est toujours en train de juger les approvals des ETF. Alors ce qu'il faut bien comprendre avant de lire ce post, c'est que la SEC, donc, elle va juger si oui ou non on peut lancer ce nouveau produit financier sur le marché, donc dans notre cas l'ETF Spot Bitcoin. Et il faut savoir que la SEC a jusqu'à 240 jours maximum pour donner une réponse, qu'elle soit négative ou positive, d'accord? Mais c'est maximum, donc elle peut le donner entre ce laps de temps. Il faut savoir que Gary Gensler, donc le chairman de la SEC, est relativement anti-crypto depuis un bout de temps. Il a mené des croisades pas possibles. Si vous avez suivi Danetis Macho, voilà, il nous a mis dans la sauce, mais maintenant, ils ont perdu, la SEC a perdu en justice, notamment contre Grayscale, avec leur conversion en ETF spot. Donc ça va arriver également dans les prochains mois, voire semaines. Voilà. Donc Gary sait qu'il est échec et mat actuellement et qu'il va devoir forcément approuver les ETF Bitcoin. Et c'est pour ça que les experts sur le sujet, notamment des analystes Bloomberg, etc., estiment à 90% de chance d'une approbation d'ETF. Sachant que par exemple BlackRock a lancé, il me semble, un truc genre comme 330 ETF et ils en ont jamais été deny aucun. Voilà, tous les ETF BlackRock ont été approuvés, donc c'est-à-dire que les mecs ils connaissent leur business et de toute façon BlackRock s'ils veulent un truc en général ils l'ont. Voilà, maintenant vous savez ça, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est que là actuellement s'étendait une comment period, c'est-à-dire que toutes les personnes qui doivent gérer l'approbation de l'ETF ont une comment période et en fait c'est une fenêtre où du coup on peut rajouter des trucs à faire, des règles à rajouter, à enlever, etc. Et les experts peuvent discuter lors de cette période. Cette période est terminée donc depuis aujourd'hui. Et il faut savoir que je n'ai pas la source, je ne me rappelle plus de la source, mais je l'ai vu à 100%. Il y a un meeting privé de la SEC qui a lieu donc cet après-midi aux États-Unis. Voilà, et donc on suppose que justement c'est à l'issue de cette common période sur les ETF Bitcoin. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant que cette commande période est terminée, les approvals peuvent reprendre. C'est-à-dire que là actuellement, maintenant, d'ici demain, la SEC peut venir et dire ok, on approuve l'ETF. Donc voilà, c'est énorme. C'est pour ça que le marché BTC, etc. est relativement haussier depuis ces 2-3 derniers jours. Enfin non, depuis ces 2 derniers jours, avec justement cette news qui vient enclencher une hausse du prix, avec la spéculation que l'ETF va être lancé dans la semaine. Voire dans les 2 prochaines semaines. Et un dernier point extrêmement important aussi, c'est que le premier ETF a été listé déjà il y a bien longtemps, ce qui fait que sa deadline, donc sa dernière deadline, est le 10 janvier. C'est-à-dire que la SEC va être obligée d'approuver l'ETF Bitcoin Spot, alors je sais plus lequel c'est, excusez-moi, je crois que c'est le ARK21, avant le 10 janvier. Plus que 2 mois en fait pour que l'ETF soit approuvé, parce que s'ils n'approuvent pas cet ETF, ça veut dire qu'ils vont le deny et par conséquent, ils doivent donner une raison extrêmement probante pour le deny. Comme on l'a vu en cours, etc., en cours de justice, etc., ils n'ont pas en fait ces raisons. Donc c'est impossible pour moi qu'ils refusent l'ETF. Voilà, donc là actuellement, pour sûr à 95%, l'ETF va être approuvé dans les 60 prochains jours. Donc c'est big. Et selon les experts, ça pourrait potentiellement être dans la semaine. Voilà, donc ça c'est concernant l'ETF. C'est ce qui est dit en fait dans ce post au final. Je vous laisse checker ça, mettre pause et lire si vous voulez. Ensuite maintenant parlons de Adam Cochran qui est un chercheur dans plusieurs fonds d'investissement, de VC, etc. Que je suis pas mal, qui a des bons posts, etc. Notamment sur le DPEG de l'USDC, il avait fait des super calls et tout. Et overall, c'est pas un trader, mais il fait de très bonnes analyses de plein de choses. Donc là, c'est un trade que je vais dérouler. Il explique déjà qu'en fait, si vous êtes débutant en crypto et que vous n'avez pas vraiment beaucoup de capitaux, ce serait extrêmement intéressant de grinder en fait des airdrops qui ont notamment donc des projets qui ont beaucoup de followers sur les réseaux, une grosse TVL, donc Total Value Locked, donc par exemple des protocoles qui engendrent pas mal de fees, de frais, etc. Et qui ont en fait beaucoup d'argent stocké sur la chaîne, qui ont reçu pas mal de fonds d'investissement et qui n'ont pas encore, surtout ça c'est le point extrêmement important évidemment, et c'est pour ça qu'on le fait, c'est que surtout qu'ils n'ont pas encore droppé de token, parce que ça veut dire qu'ils auraient beaucoup d'incentives pour dropper un token plus tard.
Donc là, il nous fait une liste de 67 potentiels airdrops et surtout, il nous donne des tips en fait sur comment les farmer. Donc déjà, ce qu'il dit qui est important, c'est qu'il faut être sûr que les portefeuilles que vous allez utiliser pour farmer ces airdrops ne doivent pas être linkés ensemble. Tout ça, bon, on verra après, mais c'est en gros pour les protections anti-bots qui sont mises en place maintenant par les équipes justement pour éviter les Sibyl attaques, etc. On va en parler juste après. Donc il dit qu'il y a une strat, bon du coup c'est utilisé Coinbase, mais je pense que la majeure partie de l'Europe n'utilise pas Coinbase. Vous pouvez créer donc plusieurs adresses qui sont complètement indépendantes lorsque vous withdrawez. Donc ça c'est en vrai c'est bénéf pour Coinbase. Mais évidemment, il est toujours possible de faire ça via Kraken et plein de comptes MetaMask, etc. Voilà, donc maintenant, un point très important, ça va être quelles sont les tâches en fait qui sont communes à plus ou moins tous les airdrops aujourd'hui pour savoir ce qu'on doit faire pour les farmer. En premier lieu, utilisez l'app. Donc si c'est un bridge, etc., utilisez le bridge, transformez vos ethers, vos conneries, etc. Ensuite, utilisez l'app mais avec un volume de temps, donc farmez l'app. Ensuite, utilisez l'app en ayant bloqué par exemple X de TVL, donc ça peut être de total value up, donc ça peut être dans des pools de liquidité, ça peut être dans des bridges, etc. Enfin voilà, je donne l'exemple des bridges, c'est le truc qui me vient le plus rapidement à l'idée. Rejoindre leur Discord et envoyer un message ou plus. Là, du coup, il décrit qu'il faut au moins envoyer un message. Voter sur un snapshot ou sur un vote on-chain. Donc là, si vous pouvez voter, etc., de diverses manières, faites-le sur le protocole. Et aussi, le temps en fait voilà que vous allez hold. Donc en gros là je pense qu'il veut dire genre hold la pool, première fois que vous avez fait une transaction et la dernière fois, le timelapse entre les deux pour voir si vous êtes un utilisateur régulier, etc. Et en gros ce qu'il dit, voilà, il commente, c'est que le temps de holding c'est ce qui va être le plus difficile, donc vous allez probablement pas l'avoir parce que voilà c'est le plus chiant à faire, etc. Donc s'il y est, c'est un truc que vous n'allez probablement pas avoir. Et ensuite, ce qu'il dit, c'est que pour les thresholds, donc par exemple, ce qui est intéressant, ça va être de déposer genre 0,5 Ether, à faire un turnover volume, donc faire la transaction pour équivalent de 1 Ether de volume. Et en gros, juste checker ce qui a le moins de fees sur le protocole et farmez-les. Voilà, donc vous checkez un petit peu voilà, si les swaps ont beaucoup de fees, etc. Et là, vous prenez ce qui est le plus intéressant à farmer. Donc là, on va ouvrir la liste. Donc là, il parle d'OpenSea, Aztec, AirSwap. Je vais pas tous vous les citer, mais vous pouvez mettre sur pause et les lister et après aller checker de votre côté. Donc ça, ils ont tous pas droppé de token, hein, voilà. Donc là, par exemple, ça va être des trucs confirmés. Donc Realty, ça c'est bien, c'est un truc d'investissement IMO. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que maintenant, en gros, tous les projets qui ont de la Total Value Locked ou tous les projets en général qui sont en compétition et ils ont tous plus ou moins envie de lancer un token pour ameuter le plus de gens en fait, parce que du coup le token ça permet, on l'a bien vu avec Blur qui a lancé un token pour attaquer OpenSea, on le voit bien, enfin que ça permet de retenir les users, par exemple sur Friendtech également avec les promesses d'airdrop et tout. Donc en gros c'est extrêmement intéressant pour un protocole en général de lancer un token, surtout pour la hype au début, et c'est un protocole que vous pouvez farmer et qui va vous reward en token en général. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a énormément de teams qui ont déjà fini leur token mais qui attendent le bon moment opportun en bull market pour le lancer. Donc ce qui est compréhensible parce qu'évidemment quand tu lances ton projet en bear market, c'est beaucoup plus compliqué d'aller de l'avant. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que si votre goal c'est de make it dans un bull market, cette liste de airdrop pourrait facilement vous rapporter entre 100 et 200 000 dollars de tokens d'airdrop. Donc c'est énorme. Et moi, j'ai jamais vraiment farmé les airdrops parce que j'avais la flemme. Je préférais faire du trading et parce que voilà. Mais je sais que j'ai des potes. Enfin, j'ai déjà reçu des airdrops relativement conséquents, mais j'ai des potes qui ont fait des airdrops avec Paraswap, etc. À plusieurs 15K, 20K, 30K, 35K, avec le token, avec Uni à l'époque également. Il y avait des trucs de malade. Donc c'est 100% réel, hein, c'est pas du bullshit, c'est juste qu'il faut grinder. Si vous avez des petits capitaux, que vous avez du temps, je vous conseille fortement de le faire. Pendant le DeFi Summer dont je vous parlais en début de vidéo, si vous arriviez à hit tous les airdrops de tous les protocoles, vous pourriez pool, donc choper ces sommes par wallet. Donc si vous faisiez ça sur 10-15 wallets, je vous laisse même pas imaginer le délire. Surtout que bon, à l'époque c'était plus simple parce qu'il n'y avait pas encore trop de protection contre les bots et les Sibyl. Donc là, ce qu'il dit, c'est que le farming d'airdrop est plus complexe parce qu'il y a constamment des Sibyl attaques. Donc des Sibyl attaques, en fait, c'est qu'ils vont vous cramer si vos portefeuilles sont liés entre eux. D'accord? S'ils appartiennent à une même entité, ils vont vous cramer. Et aussi, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire attention de ne pas garder sa thune dans les protocoles trop longtemps, surtout dans les lending pools parce que vous avez de l'impermanent loss, etc. Enfin, c'est pas voir de s'exposer pour avoir potentiellement rien avec l'airdrop ou justement pas d'airdrop. Donc voilà, il précise et je suis d'accord avec lui. Il promeut pas ses projets forcément. Il dit juste que voilà, c'est des potentiels airdrop, mais c'est pas forcément des bons projets. Voilà.
Ok, voilà, j'espère que ce trait vous a plu, c'était assez intéressant. Là, maintenant, on va parler donc du drama sur les liquidations d'FTX qui a utilisé le fonds d'invest enfin, c'est pas vraiment un fonds d'invest, c'est plutôt, bon, ils font un peu de tout, mais plutôt du market making, qui s'appelle Wintermute. Et en fait, donc le PDG, le CEO de Wintermute, donc Evgeny Gavoy, je sais pas comment tu le prononces, mon ref, big up à toi, mais en gros, il nous récapitule la situation avec la NIR Foundation et Aurora. En gros, ce qu'il dit, bottom line du sujet, je vais vous la faire courte, c'est qu'en fait, donc, la foundation d'FTX a donné à Wintermute 11 millions de dollars pour en fait les liquider sur le marché de manière simple, rapide via OTC. Et en gros, ces 11 millions de dollars étaient en USN. Donc je pense que c'est un stablecoin sur NIR, un truc comme ça. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis de la merde. Et en fait, bah du coup, à la base, la NIR Foundation est en mode, bah vas-y, on back un pour un et on vous rend un USN contre un USDT. Parce que l'USN à l'époque, c'était, si je me trompe pas, un stablecoin algorithmique. Ça a été converti en stablecoin contre de l'USDT après le bordel avec Terra Luna. Et voilà, et en fait, tu pouvais redemption, donc tu pouvais donner un USN et la foundation allait te rendre un USDT. Wintermute a donné 11 millions de dollars à Aurora avec la NIR Foundation. Et en fait, 2 mois plus tard, toujours pas de réponse, toujours pas de reçu. Et en gros, maintenant, Aurora sont en mode, ok, on va vous rendre que 20% de la somme. Voilà, donc évidemment, là, c'est une lettre pour leur dire que s'ils ne rendent pas les thunes, évidemment, ils vont aller en justice et aller plus loin. Merci les gars de penser à nous parce que du coup, c'est nos thunes en tant que créditeur d'FTX, d'accord? 11 millions, quand tu vois les thunes qui manquent, le trou de 9 milliards, mon ref, c'est pas grand chose. Mais si on crache sur des 11 millions toutes les 5 minutes, à la fin, on n'aura plus que des pacotis. Donc, c'est important. Donc, petit drama à propos de ça. Maintenant, on va parler des outils de trading qui peuvent être intéressants. Je mettrai mes petits préférences personnelles dans le trade, je vais les ajouter comme ça tranquille. Et on va partir du coup avec In-Silico Trading, donc qui est un terminal de trading. Moi j'utilise, donc c'est pas mal, mais à l'époque, je sais pas si c'est le cas actuellement, il n'était pas disponible en application native sur Mac. Donc par conséquent, moi qui travaille full sur Mac, même si j'ai un PC et un Linux, Mac c'est mon go-to pour travailler parce que c'est un environnement incroyable et c'est du Linux-like. Voilà, donc j'ai décidé du coup de me mettre à Till Street. Donc Till Street, c'est ce que j'utilise depuis janvier maintenant pour faire tous mes trades, littéralement. C'est littéralement l'outil est un banger. Si vous n'utilisez pas Till Street, les gars, je vous demande qu'est-ce que vous faites. Parce que Till Street, c'est ultra opti. Genre, vous allez pouvoir vous connecter à 5 exchanges en même temps. Tous vos exchanges, vous vous connectez via API. Donc, les clés API sont extrêmement sécurisées, etc. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de description de Till Street. Parce que voilà, les gars, vraiment, si vous voulez un terminal de trading qui permet de tout faire, voilà, littéralement du drag and drop, du scaling order avec des centaines de milliers d'orders. Littéralement, il n'y a que votre imagination qui va vous limiter sur cet outil et vous allez pouvoir trader sur tous les exchanges avec une seule interface en un clic. Donc c'est juste un banger. Donc je vous enverrai ça et sinon je vous laisse checker In-Silico Trading également, qui est plus ou moins pareil, mais il n'y a pas d'application native sur Mac. Orion Terminal, donc ça doit être un terminal également. Après, je pense que du coup, il précise qu'il utilise pour les screeners et les alertes. Donc, les screeners, en fait, qu'est-ce que c'est? Un screener, ça va être un truc comme ça. Donc, il va vous répertorier les changes en 5 minutes, le volume, le changement d'open interest, etc., etc. Donc, il va permettre d'avoir une vision d'ensemble du marché rapidement et de voir les top performers, les underperformers, etc., qui pourraient vous donner des idées à pic. Moi, je trade pas mal, genre je check les top performers et du coup, ça peut être intéressant de trader la tendance sur ces performers parce que vous savez que si le truc a pris 70%, il y a de grandes choses qui grattent encore 5 ou 6% et donc là, il faut pouvoir avoir des bons scalping en petit time frame. Voilà, moi, c'est un exemple de comment j'utiliserais. Il trouve 90% de ses trades grâce à ce screener. Voilà. Ensuite, il y a un autre outil qui est assez intéressant. Je n'ai pas encore essayé d'utiliser, mais je sais que c'est pas mal, qui s'appelle VeloData. En gros, ça vous permet d'avoir plein de charts agrégés comme ça. Vous avez également beaucoup de trucs. L'open interest, vous avez plein de choses, l'order flow, vous avez plein de petits trucs. Pas l'order flow, je crois, je me trompe. Mais vous avez plein de trucs ultra intéressants, les full direct, predicted en agrégé, etc. Et c'est un peu comme Coinalyze, sauf que là, vous allez pouvoir avoir plus de choses et surtout agréger les charts ensemble. Voilà, donc il y a pas mal de trucs comme ça qui sont pratiques avec VeloData. Ensuite, il a un Telegram channel pour plus de pump and dump alert, si ça pump and dump rapidement. Je vais rajouter moi un outil intéressant pour ça. Ça va être, comment ça s'appelle? Ça va être aggr.trade. Voilà, et en gros, vous avez BTC/USD en 5 minutes, enfin en la time frame que vous souhaitez. Et là, vous allez voir par exemple les trades au-dessus supérieur à 100K et là les liquidations. Donc ça vous permet de traquer liquidation en temps réel. C'est un gros banger.
c'est très bien. Voilà, parce que du coup, vous pouvez rentrer sur liquidation, vous pouvez savoir quand ça va retourner, etc. Bon, ça, on en parlait dans notre vidéo, ça vous intéresse. Ça vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à me donner des sujets que vous voulez explorer avec moi ou voilà, via mes connaissances et tout. En commentaire. Ok, ensuite workflow. Donc ce qu'il dit, c'est donc là il décrit comment il travaille, c'est-à-dire qu'il va scanner Orion, voir ce qui est intéressant, en gros avoir des pump and dump ou avoir des pump and dump notifications. Ensuite, il utilise le terminal in silico pour ouvrir la paire et entrer un trade en command line, donc de manière un peu programmable, etc. Si c'est time sensitive, si c'est une pump qui est rapide, etc. Il a pas de temps. Sinon, à la place, il prend le temps d'ouvrir Velo Coanalyze, donc Coanalyze que je vous le disais tout à l'heure, pour voir l'open interest et les liquidation data pour potentiellement rentrer dans le trade. Et aussi une honorable mention à CoinMarketMan, donc ça c'est un truc que j'utilise également pour faire du journaling de trading, donc ça va vous permettre de vous connecter à vos exchanges et de suivre en temps réel tous vos trades. Voilà, donc c'est assez intéressant. Moi perso, j'utilise à l'ancienne, j'utilise un Excel où je prends des photos de mes trades, je les poste, je mets les entrées, les sorties, le timing, les profits, etc. Et comme ça me permet de faire mes data analysis comme je le souhaite par la suite et de mettre de gros commentaires, etc. Voilà, donc moi je fais ça comme ça. Je pourrais un jour vous donner le template si vous voulez de mon CSV, pardon. Ensuite, un tweet de CryptoPixou qui nous met donc, du coup les plus grosses levées de fonds en 2023. Donc je vous laisse checker un petit peu voilà, visuellement, mettre sur pause. Je vais pas faire trop de commentaires là-dessus parce que je ne saurais que commenter. Voilà, là pareil, toutes les levées de fonds depuis 2017 et la distribution par catégorie. Voilà, donc assez intéressant comme stat. Je vous laisse mettre sur pause encore une fois si ça vous intéresse. Ok, bon ça, apparemment il y a Bloomberg qui a lancé un petit documentaire sur le crash d'FTX, donc assez intéressant. Disclaimer, je ne l'ai pas regardé, donc voilà, mais si ça vous intéresse. Et maintenant, pour finir et clore cet épisode, on va parler donc de la rumeur des 85% de recovery d'FTX. Déjà, si vous avez suivi un petit peu, si vous avez retiré plus de 250 000 $ dans les 90 jours, je crois, avant le crash d'FTX, j'ai un doute, c'est 90 jours ou 19 jours maintenant. Bref, si vous avez retiré 250 000 $ un peu avant le crash d'FTX et la banqueroute, vous devez en gros retourner 15% de ce montant. Donc par exemple, si vous avez retiré 1 million de $, vous allez devoir rendre 150 000 $ à l'estate d'FTX. Pourquoi 15%? On va le voir, donc c'est eux qui le demandent évidemment, mais en fait ça a normalement une logique derrière et c'est pour ça que cette logique en fait va donner naissance à la rumeur des 85% de recovery de nos assets sur FTX. En gros, l'idée en fait normalement dans une banqueroute c'est de rendre en fait de l'argent et que tout le monde soit égaux à la fin. En termes de prorata sur tes assets. Et si tu as 1 million et qu'un autre a 100 000 et que bah, techniquement on doit rendre à 90%, ça veut dire que tu dois rendre 900 000 au premier et 90 000 à l'autre. Voilà, donc c'est l'idée. Donc pour ça, en fait, ils ont dû checker l'argent qu'ils ont overall, même si c'est assez illiquide parce qu'ils ont plein de ventures, un portfolio de venture capital, etc. Ils ont dû estimer à leur manière. Mais donc ils ont estimé qu'il fallait clawback, donc récupérer 15%. Donc si par exemple vous avez une claim de 1 million et que vous n'avez pas retiré, à ce moment-là, ils vont drop votre claim de 15%. Donc équivalent à leur rendre 150 000. Et en fait, ça a pour but d'équilibrer en fait tout l'argent pour que tout le monde récupère du coup 100% moins 15%, 85% de son argent. Et donc c'est de là en fait qu'est sortie la rumeur de 85%, mais c'est une rumeur qui est complètement fondée parce que c'est comme ça que fonctionnent souvent les clawbacks dans des procédures de banqueroute. Donc c'est probablement fondé. Et voilà. Et donc ce qu'il disait, c'est que comme dit, ça va dépendre évidemment de comment on va vendre les cryptos. Donc là actuellement les cryptos se portent à merveille. Clairement le Solana qui nous fait des dingueries à 50 $ presque. Sachant que FTX détient environ 2 milliards de dollars plus de Solana et c'était je crois à 40 $, donc ça a encore bien pris. Évidemment ils ne peuvent pas tout dump au marché. Pareil Anthropic qui a levé je sais plus combien et qui est plus ou moins évalué à 30 milliards de dollars maintenant, alors que FTX du coup avait une part à 500 millions au round B de levée de fonds et maintenant qui équivaut je crois à un truc 2 milliards sur les 500 millions de base. Donc en gros quasiment une recovery de plus de 100% maintenant avec les assets. Donc c'est extrêmement bullish pour les créditeurs d'FTX, donc merci. Moi je suis créditeur FTX, vous savez. Après il tablerait sur un début de remboursement début 2024, donc Q1 2024, donc à voir ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que ce Tisma Show vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et surtout sur YouTube, voilà, pour avoir les prochains Smash Show qui apparaîtront toutes les semaines, les gars. Je vais pas m'avancer sur le jour parce que ça peut être soit, honnêtement, ça va être entre le mardi et le jeudi, je pense, max. Parce que maintenant, du coup, j'ai un monteur, j'ai un miniaturiste qui sont sponsorisés par BitGet, big up à eux. Parce que, en fait, moi, le montage, c'est vraiment ce qui m'embêtait le plus et ce qui me freinait, en fait, pour faire des vidéos. Voilà, tout simplement. Parce qu'en gros, ça me prenait du temps, j'étais pas forcément bon à ça. Big up, tout flow, j'ai juste à tourner la vidéo, à kiffer, faire mon script. Donc, c'est vraiment un banger. Et si vous voulez rejoindre également ma commu et le Discord, c'est toujours en description, il y a tous les liens. Si vous voulez nous rejoindre, on est 3000 traders presque depuis 2017. Pour tout l'alpha, ça se passe là-bas. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe où vous êtes, et je vous fais de gros bisous. Ciao!